Et si la plus grande menace pour Poutine venait non pas de l'OTAN ou des sanctions, mais de ses propres ministres? Alexei Navalny, principale figure de l'opposition russe, est décédé. Le groupe punk féminin de Moscou est devenu un symbole de protestation contre le président Poutine. En Russie, plus de 1000 personnes ont manifesté contre l'arrestation d'une militante et opposante au Kremlin. L'économie russe subit de lourdes conséquences de la guerre en Ukraine, a déclaré la ministre des Finances, alors que les pertes de Moscou s'accumulent. La plupart de ceux qui se sont opposés au pouvoir de Poutine en Russie n'ont pas vu cela arriver. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Russie? Au Forum de Saint-Pétersbourg 2025, le ministre russe de l'économie, Maxime Rochetnikov, a accompli un acte inédit. Il a publiquement averti d'une récession imminente et du mauvais état de l'économie russe. Il a dit cela non pas à huis clos, ni à voix basse, mais devant les caméras et les décideurs. Après cette confession, ce fut le chaos. D'autres responsables ont aussitôt tenté de manipuler l'histoire. Les plus hauts banquiers se contredisaient. Et Vladimir Poutine rejetait tout cela comme un non-sens. Nous assistons à un rare moment où Vladimir Poutine est contesté par ses propres compatriotes, et non par des étrangers. Dans cette vidéo, nous analysons le chaos causé par les hauts responsables russes, et son impact sur le pouvoir affaibli de Vladimir Poutine. Quand le cercle rapproché de Vladimir Poutine commence à s'exprimer, cela signifie qu'il se passe quelque chose d'important. Si ces moments vous intéressent, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien permet à ces histoires de briser le silence et d'atteindre le monde entier. Nous vous en sommes reconnaissants. Revenons au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, où la rébellion a commencé. Ce forum était le principal rassemblement annuel en Russie, réunissant dirigeants, magnates des affaires et invités étrangers pour discuter commerce. Il doit valoriser la force du pays. Mais cette fois, il est devenu la scène de vérité dérangeante. La personne clé était Maxime Rochetnikov, ministre russe du développement économique. Ce n'est pas un critique extérieur. Il appartient au cabinet de Poutine, chargé d'un secteur clé du gouvernement. Rochetnikov occupe ce poste depuis quelques années maintenant, essayant de faire face aux défis économiques au milieu des sanctions et de la guerre. Contrairement à certains fidèles de Poutine, Maxime a une véritable expérience, allant de la gouvernance régionale à l'économie, ce qui donne plus de poids à son avertissement. De plus, avant cela, il a été gouverneur du Kraï de Perm, où il s'est occupé des budgets locaux et des plans de croissance. Cela lui a montré concrètement l'effet des politiques sur le quotidien, rendant son éclat plus réfléchi. Lors du forum, Rochetnikov ne s'est pas retenu. Il a averti que la Russie est sur le point de sombrer dans une récession. Cette analyse reposait sur le climat des affaires et d'autres indicateurs. Il a noté la baisse de confiance des entreprises, déclarant que si cela continue, l'économie risque de trop ralentir et de s'essouffler. Il a parlé d'hypothermie économique, comparant le système à un refroidissement difficilement réversible. Rochetnikov a en partie attribué cela à une politique monétaire stricte. Il a soutenu que des taux d'intérêt élevés exercent une pression trop forte sur les entreprises et rendent difficile la poursuite de la croissance. Il a affirmé que la récession en Russie dépend de changements rapides. Cela inclut un assouplissement de la politique afin de donner un peu d'air à l'économie. Il a appelé à un soutien plus rapide pour éviter que le ralentissement ne se transforme en quelque chose de pire. Cela s'est produit alors que la croissance ralentissait. Le produit intérieur brut du premier trimestre 2025 n'augmentant que de 1,4% sur un an. Et si l'on considère que ce chiffre est probablement surestimé, la situation devient encore plus désespérée. Mais ce qui est remarquable dans tout cela, c'est que ce n'était pas un commentaire désinvolte lors d'une réunion privée. Cela s'est passé devant des élites russes et des participants internationaux, rendant l'événement encore plus marquant. Mais pourquoi dire cette vérité est-il si important? Parce que cela va directement à l'encontre du récit principal du Kremlin. Vladimir Poutine et son équipe affirment que l'économie est stable, voire prospère à certains égards, grâce aux dépenses militaires et à l'ouverture vers de nouveaux marchés. Ils citent la croissance du produit intérieur brut, dont 4,3% prévu en 2024 pour prouver l'inefficacité des sanctions. Mais l'avertissement de Rochetnikov donne une image différente. Sa vérité montre une croissance ralentie, une confiance en baisse et un risque réel de récession. Il affirme que Poutine ment et cache des problèmes plus graves. Qu'un ministre l'admette publiquement montre que les problèmes sont trop graves pour être ignorés, même au risque de déplaire à Poutine. Cela s'inscrit également dans des préoccupations plus larges, comme la façon dont les dépenses de guerre de la Russie commencent à poser problème. D'autres secteurs économiques non liés à la défense peinent à suivre, ce qui fait chuter l'économie. En réponse à la rébellion, d'autres hauts responsables de Poutine ont aussi lancé les mêmes avertissements. L'une des voix clés était Elvira Nebulina, la directrice de la Banque centrale de Russie.
Elle dirige depuis plus de 10 ans la politique monétaire, affrontant les crises des sanctions de 2014 et la guerre actuelle. Elle a été connue pour être extrêmement prudente avec l'argent, et veille toujours à empêcher les prix d'augmenter trop rapidement. Au Forum de Saint-Pétersbourg 2025, elle ne s'est pas retenue. Elle a signalé que la croissance économique récente de la Russie, due aux dépenses de guerre et à des mesures temporaires, avait ralenti. Les usines étaient saturées, l'argent manquait, et les travailleurs épuisés. Selon ses propres mots, les outils qui maintenaient autrefois la croissance en vie ne suffisaient plus. Ce n'était pas juste un ralentissement, mais un système à court de carburant. Elle a souligné que le pays ne pouvait plus compter sur les mêmes astuces. Elle a plaidé pour un nouveau plan, quelque chose de plus fort et de plus stable, afin de remplacer l'élan temporaire que les dépenses de guerre avaient apporté. Son ton ne ressemblait pas à celui de quelqu'un qui soutient le statu quo. On aurait dit quelqu'un qui tirait la sonnette d'alarme. Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord avec eux, c'est là que le vrai drame a commencé. Là, au même forum, d'autres hauts responsables ont répliqué, essayant de minimiser leurs inquiétudes et de s'en tenir à la ligne du parti. Le premier était Anton Siluanov, ministre des Finances du Kremlin et poids lourd de l'équipe économique de Poutine. Il surveille le budget, gère les impôts et décide de l'utilisation de l'argent. Siluanov, fort d'une longue expérience financière depuis les années 1990 au ministère, s'est concentré sur la création de réserves pour faire face aux chocs. Son objectif a toujours été de maintenir la stabilité économique, quoi qu'il arrive. Donc lorsque Rochetnikov a lancé son avertissement, Siluanov a répliqué. Il a monté affirmer que le ralentissement était prévu et non inquiétant, ajoutant qu'il n'était pas inhabituel. Il a mentionné que le produit intérieur brut russe a cru d'environ 1,5% début 2025. C'est plus lent maintenant. Mais il a dit que c'était logique. La forte croissance liée à la guerre ne pouvait pas durer, et la situation se stabilise. Il pensait que cela arriverait toujours, mais la Russie est prête. Siluanov affirme que le pays a suffisamment de réserves pour y faire face. Il a aussi précisé qu'il réorganise le budget, priorisant la défense à cause de la guerre, tout en gérant le reste de façon responsable. Hermann Greff et Andrei Kostin n'approuvaient pas non plus les avertissements de Maxime Rochetnikov et Elviora Nepiulina. Greff, à la tête de Sberbank, a reconnu que l'économie subissait une tempête parfaite. Il a souligné que des taux d'intérêt élevés, l'inflation et un rouble fort étaient des problèmes majeurs. Il a affirmé que ces facteurs réduisaient les bénéfices et compliquaient les emprunts pour les entreprises. Greff a aussi estimé que le rouble était trop fort et devrait valoir plus de 100 pour un dollar au lieu d'environ 78. Cela, a-t-il dit, aiderait les exportateurs et réduirait la pression budgétaire. Il a mâchonné ses mots pour rendre la situation moins grave. Kostin, président directeur général de la banque VTB, a adopté un ton un peu différent. Il n'a pas vu de signe de récession totale, mais il a tout de même déclaré que l'économie était en train de geler ou de se figer. Il a employé des métaphores météo pour adoucir le message, tout en reconnaissant que le crédit cher compliquait la situation des entreprises. Kostin a également déclaré que les dépenses militaires alimentaient l'inflation, et que certaines industries rencontraient des difficultés parce que leurs produits n'atteignaient pas le marché. Il a plaidé pour une restructuration, et averti que soutenir des secteurs inefficaces aggraverait la situation. Ainsi, sans nier les problèmes, Greff et Kostin ont cherché à détourner la conversation pour éviter la panique. Leur réponse était plus prudente qu'optimiste, mais ils n'avaient pas l'inquiétude de Rochetnikov et Nepiulina. Ou peut-être étaient-ils juste prudents pour éviter les foudres de Poutine. Cet échange a eu lieu lors de tables rondes et de discussions au forum, avec tous ces responsables qui se disputaient devant le public. Ce fut un moment embarrassant pour Moscou, car ces événements doivent montrer unité et confiance au pays. Cela a révélé des divisions au sommet. Le ministre de l'économie alertait. D'autres responsables financiers calmaient la situation. La tension ne concernait pas que les chiffres, les objectifs différaient. Rochetnikov cherche la croissance et veut éviter la récession. Nepiulina, qui dirige la banque centrale, est davantage concentré sur le contrôle de l'inflation. Seleounov tente de garder l'équilibre budgétaire malgré la hausse continue des prix et des coûts. Mais le véritable problème sous-jacent à tout cela est plus vaste. Il s'agit de savoir si le plan économique de Poutine peut réellement tenir encore longtemps. Ce type de division expose des fractures plus profondes que de simples désaccords politiques. Pour une équipe censée incarner l'unité, ces querelles publiques montrent de graves divisions dans la direction. Pour saisir l'importance de ce consensus divergent sur l'économie, il faut examiner la réalité de l'économie russe. Pour être franc, le Kremlin a une économie en pleine chute entre les mains. L'inflation a été un gros problème, atteignant environ 10% ces derniers temps.
Cela grignote les économies des gens et rend le coût de la vie quotidien plus élevé, que ce soit pour la nourriture ou les services publics. La Banque centrale combat cela avec des taux d'intérêt élevés, autour de 20% cette année. C'est encore très élevé, rendant les prêts coûteux pour entreprises et consommateurs. Tout cela a pour effet de ralentir l'investissement et les dépenses. La croissance du produit intérieur brut est également à la traîne. Les prévisions 2025 sont de 1 à 2 pour 100 sous. L'objectif gouvernemental de 2,5%. C'est une forte baisse par rapport aux 4,3% de 2024, ce qui montre que l'élan des dépenses militaires s'essouffle. En 2026, la croissance est estimée à 1,5% et l'inflation à 6,8%, mais seulement si les politiques restent strictes. Les principales banques en Russie commencent elles aussi à tirer la sonnette d'alarme. Prenez Spiterbank, qui est le plus grand prêteur du pays. Ils ont signalé que l'investissement ralentit à cause des taux d'intérêt élevés et de l'incertitude sur l'avenir. Ils craignent qu'à ce rythme, davantage de personnes et d'entreprises ne puissent rembourser leurs prêts. Comme vous pouvez l'imaginer, cela pourrait causer de sérieux problèmes au système bancaire. Des experts estiment qu'une crise du système pourrait survenir dans un an sans changement. De plus en plus de prêts, entreprises et particuliers confondus, ne sont plus remboursés. Les coûts de la guerre et les sanctions touchent désormais directement les banques, pas seulement les consommateurs. Dans certains secteurs, les prêts impayés ont augmenté de 15%. Des groupes extérieurs relèvent aussi ces problèmes. Des rapports, y compris de l'Union européenne, révèlent que l'économie est plus fragile qu'elle ne paraît. La Russie reste très dépendante du pétrole, dont la vente est compliquée par les plafonds de prix et les boycotts. Les revenus pétroliers ont chuté de 20% début. 2025, obligeant le gouvernement à puiser dans ses économies pour combler le déficit. Ce compte d'épargne, appelé le Fonds national de richesse, a déjà été réduit de moitié depuis le début de l'invasion, tombant à environ 166,8 milliards de dollars en juillet 2025, avec des dépenses publiques élevées et un déficit à 3,8% du produit intérieur brut. La pression monte rapidement. Ces problèmes ne sont pas dus au hasard, mais liés à la pression de la guerre et aux sanctions. Les dépenses militaires ont temporairement stimulé l'économie russe, représentant cette année 6% de la production nationale. Naturellement, ce genre de dépenses entraîne des effets secondaires. Cela a surchauffé l'économie, attirant les travailleurs vers l'armée ou les usines de défense, réduisant la main-d'œuvre ailleurs. Le chômage paraît bas à 2,5%, mais cela s'explique en partie par les nombreux changements de secteur. Dans certains secteurs, les salaires ont bondi de près de 10%, juste pour retenir les employés, ce qui engendre aussi des problèmes. Ce type d'augmentation salariale fait monter les prix et aggrave l'inflation, tandis que les entreprises peinent à suivre. Elles ne peuvent pas obtenir les pièces ou la technologie qu'elles importaient auparavant de l'Occident, ce qui signifie que les usines ne fonctionnent plus aussi efficacement qu'avant. Au premier semestre 2025, la production industrielle n'a progressé que de 2%, un résultat faible pour un pays qui veut donner l'impression que tout va bien. Pour combler les lacunes, la Russie a augmenté ses importations, épuisant aussi ses réserves de devises. Même si le gouvernement dit que tout avance, l'économie vacille en réalité. Les désaccords entre Rochetnikov, Nabou-Oulina et Silounov dépassent de simples divergences d'opinion. Ils révèlent de vraies fissures dans le système, où la volonté de guerre s'oppose à la nécessité de stabilité. C'est pourquoi de plus en plus de voix commencent à réclamer des changements plus profonds. Au-delà de cet événement, il y a d'autres signes montrant que le cercle rapproché de Poutine commence à s'effriter. Ce ne sont pas seulement des discussions économiques. Certains ministres se résistent discrètement, même si c'est subtil. Certains ministres ont commencé à laisser entendre qu'il y a des problèmes dans leur propre département. Les responsables des transports, par exemple, ont averti que les routes et les chemins de fer se détériorent parce qu'ils n'ont pas assez de financement. Cela n'a pas plu à Poutine. Les dirigeants régionaux affirment que les budgets sont trop serrés pour réparer les infrastructures. Les coupures de courant et la hausse des coûts de l'électricité ont accentué la pression. Parallèlement, des rapports d'instituts reconnus comme l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm et des études de l'Union européenne indiquent une frustration croissante parmi l'élite. Les chefs d'entreprise se réuniraient à huis clos pour faire pression sur la politique gouvernementale, car les sanctions nuisent à leur profit. Certains rapports suggèrent que ces pertes cachées représentent jusqu'à 35,7% de la production totale du pays, ce qui est énorme. La guerre ne divise pas seulement les dirigeants, elle divise aussi les gens ordinaires. Des enquêtes à long terme révèlent que de plus en plus de Russes doutent de la valeur du conflit. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, alors que la vie se complique et que l'argent manque.
Tout cela se produit en même temps qu'une vague de purge et une instabilité croissante au sein de la direction russe. Vladimir Poutine a remanié des postes clés cette année, débutant par la destitution du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, en mai 2024. Shoigu n'a pas été complètement écarté. Il a été nommé secrétaire du Conseil de sécurité, mais plusieurs de ses adjoints n'ont pas eu cette chance. Depuis fin avril 2024 au moins, 6 hauts responsables militaires ont été arrêtés pour corruption et mauvaise gestion. Timur Ivanov, vice-ministre de la Défense, a été accusé d'avoir touché des millions en pots de vin. Yuri Kuznetsov a été arrêté avec de l'argent liquide et de l'or caché, illustrant l'ampleur du problème de corruption. La purge a continué avec l'ajout de noms comme Ivan Popolovski, Grigory Zorin des bureaux militaires et les généraux Vadim Tchemerin et Vladimir Vertiletsky. Cela s'est même étendu à la politique régionale. Des gouverneurs et des responsables locaux ont été limogés ou arrêtés, y compris des personnes comme l'ancien adjoint Maxime Iguerov, qui a été placé en garde à vue. Cela a créé une grande peur au sein du gouvernement. Les arrestations ont continué jusqu'à fin 2024, le général Mirza Mirzaïev étant arrêté en novembre. À ce moment-là, plus de 10 généraux et hauts responsables avaient été inculpés de fraude ou de corruption. Et comme si cela ne suffisait pas, une série de morts étranges et troublantes parmi l'élite a encore plus ébranlé les plus hauts dirigeants. Depuis l'escalade de la guerre, des personnalités de premier plan meurent dans des circonstances mystérieuses. Parmi les cas les plus choquants figurait Roman Starovoït, ex-ministre des Transports. Retrouvé mort par balle dans sa voiture, il venait d'être limogé par Poutine en juillet. Les autorités ont parlé de suicide, mais le timing a soulevé des questions. Vers la même période, Andrei Bedilov, vice-président de Transneft, est tombé de la fenêtre de son appartement à Moscou, rejoignant une liste croissante d'incidents similaires. Il est désormais fréquent que des cadres et responsables décèdent dans des circonstances étranges. En mars 2024, Vitaly Robertis, vice-président de Lukoil, a été retrouvé mort dans son bureau sans cause officielle annoncée. Certains affirment que le tournant fut le crash d'avion de 2023, ayant tué Yevgeny Prigojine, mais les décès ont continué depuis. Irina Podnosova, une haute magistrate et ancienne camarade de classe de Poutine, est décédée en 2025 après ce qu'on a qualifié de maladie. Bien qu'il y ait eu quelques rumeurs discrètes de jeu déloyal, d'autres cas concernent des oligarques et des hommes d'affaires mourant de façons étranges. Certains d'entre eux ont été retrouvés pendus, d'autres dans des accidents étranges, sans explication claire. Au moins 13 autres responsables et dirigeants sont morts de cette façon depuis le début de la guerre. C'est un nombre énorme pour des morts aussi mystérieuses. À cause de tout cela, cela a créé une atmosphère glaçante, où beaucoup de membres de l'élite ont l'impression d'être constamment en danger, peu importe à quel point ils pensent être loyaux. Vous voyez, ce n'est plus seulement une question d'économie. Il y a une atmosphère de peur grandissante dans le cercle de Poutine. Les purges, censées montrer la force, révèlent aussi la paranoïa au sommet. On exige des responsables qu'ils suivent la ligne et affirment que la Russie gagne partout, sans questionner. Toute déviation est lourdement punie, par arrestation, rétrogradation ou même défenestration. Malgré tout, Rochetnikov a pris la parole. Pourquoi l'a-t-il fait ? Certains pensent que la pression des élites économiques, touchées par une baisse de 20% des profits hors défense, pousse à des changements pour éviter l'effondrement. Certains estiment qu'il cherche à se protéger en s'adaptant à la réalité face au ralentissement de la croissance. Peut-être est-ce une réelle inquiétude que l'économie fonce dans le mur, les prévisions prévoyant une stagnation sans assouplissement des taux. Peu importe la raison, cela montre que la loyauté coûte de plus en plus cher et que tous ne sont pas prêts à la suivre sans réserve. L'élite devient anxieuse, certains partent à l'étranger, ou cachent leurs avoirs alors que les sorties de capitaux atteignent des milliards malgré les contrôles. Servir sous Poutine a toujours été délicat, mais c'est aujourd'hui plus dangereux que jamais. Les responsables publics doivent relayer l'optimisme du Kremlin, même si les faits disent autre chose. Ce moment avec Rochetnikov se distingue. Ce n'est pas juste un désaccord. Cela sape le pouvoir de Poutine, fondé sur l'idée d'un leadership fort et stable. Depuis plus de 20 ans, Poutine essaie de montrer que c'est lui qui maintient le pays uni, avec tout le monde autour de lui allant dans la même direction. Mais de tels désaccords publics montrent que cette image se fissure. L'économie n'est pas aussi forte qu'elle paraît. Les dépenses de guerre ont entraîné inflation et pénurie de main-d'œuvre. En ce moment, des secteurs clés manquent d'environ 2 millions de travailleurs. Ces problèmes montrent que les dirigeants du pays ne sont plus sur la même longueur d'onde. Les choix économiques deviennent des conflits sur des sujets plus profonds,
comme la possibilité de poursuivre une guerre coûtant plus de 10 000 milliards de roubles par an. Cela montre surtout que la peur ne suffira peut-être pas à faire taire les gens pour toujours. Mi-2025, 40% des Russes perdaient confiance dans la guerre, signe possible de futures fissures. Si Poutine n'arrive pas à maintenir ses ministres en ligne sur un sujet aussi public que l'économie, combien de temps pourra-t-il encore garder tout le pays uni ? Cette question résonne dans les couloirs du pouvoir à Moscou. Le régime a surmonté des défis, mais chaque fissure fragilise davantage l'armure. Les élites économiques transfèrent ou dissimulent leurs avoirs à l'étranger. Des milliards partent malgré les contrôles. La fuite des cerveaux continue. Près d'1 million de travailleurs qualifiés sont partis depuis 2022. La pression internationale et le renforcement des sanctions sur le pétrole et le gaz continuent de diminuer les revenus. Dans l'état actuel des choses, les maigres revenus de la Russie devraient encore chuter de 10% d'ici 2026. La guerre a coûté cher à la Russie, non seulement en vies et en argent, mais aussi en confiance, essentielle à l'unité du système. Avec la prise de conscience croissante des responsables, la résistance pourrait croître, allant du lobbying discret à des prises de position plus audacieuses. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas encore la fin du Kremlin, mais cela pourrait être le début d'un effondrement majeur. Le mythe de l'homme fort s'estompe sous le poids de ses défis internes, et ce qui va suivre pourrait remodeler la Russie et sa place dans le monde. Le malaise croissant des élites, combiné aux vents contraires économiques, pourrait forcer des choix difficiles pour l'avenir, que ce soit en réduisant les ambitions ou en prenant le risque d'une plus grande instabilité. Actuellement, les paroles de Rochetnikov rappellent durement que même les systèmes les plus contrôlés ont leurs limites.